Il pleuvait sans cesse à Boston ce jour-là. La ville était grise, humide, avec ce parfum particulier de bitume mouillé et de sel venant du port. Je travaillais dans une petite librairie ancienne, à l'écart du tumulte des rues, essayant de me concentrer sur les livres poussiéreux, les couvertures usées et les histoires oubliées. La pluie tambourinait contre les fenêtres, créant une mélodie monotone, presque hypnotique, quand la porte s'ouvrit brusquement. Elle entra, trempée de la tête aux pieds, son manteau noir collant à son corps frêle. Ses cheveux étaient plaqués contre son visage, et ses yeux, d'un vert profond et intense, brillaient malgré la fatigue. Elle portait un sac à dos usé, presque déchiré, comme si chaque couture racontait une histoire de fuite et de solitude. Elle s'avança jusqu'au comptoir, ses mains tremblantes en serrant la sangle de son sac, et dit d'une voix douce, presque un murmure, « Je peux arrêter la malédiction de votre famille. » Je l'ai regardé, incrédule. C'était absurde, impossible. Une orpheline entrant dans ma vie et prétendant pouvoir lever une malédiction ancienne. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui m'a cloué sur place. Une intensité que je n'avais jamais vue. La peur et la détermination coexistaient en elle d'une manière troublante. Elle ne demandait pas de preuves, elle ne suppliait pas. Elle affirmait simplement. Je lui ai offert un siège, pensant qu'elle allait expliquer cette folie. Elle commença à parler de familles hantées par des tragédies inexplicables, de lignées marquées par le malheur depuis des générations, et qu'elle avait ce don étrange de ressentir ses énergies. Chaque mot semblait sortir d'un monde que je connaissais à peine, mais qui résonnait étrangement avec les accidents et les pertes inexpliquées qui avaient touché ma propre famille. Je voulais fuir. Je voulais dire que tout cela était ridicule, qu'elle n'était qu'une enfant perdue et solitaire. Mais quelque chose me retenait. Une force silencieuse m'empêchait de la renvoyer, comme si mes propres souvenirs douloureux et mes secrets attendaient d'être confrontés. Elle s'assit, les genoux serrés, et commença à examiner les objets autour de moi. Les photographies anciennes, les bibelots hérités de mes grands-parents, le vieux réveil qui avait toujours eu cette fissure étrange sur son cadran. Ses doigts effleuraient chaque objet avec une précaution presque religieuse. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas, mélangeant français et sons anciens, presque comme une incantation. À un moment, elle se tourna vers moi et dit « Vous devez croire, sinon rien ne fonctionnera. » Et dans cette phrase simple, quelque chose s'est brisé en moi. Une partie de mon scepticisme s'est évanouie, remplacée par une curiosité étrange et un frisson d'inquiétude. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je la croyais, mais je savais que cette rencontre allait changer ma vie pour toujours. Le reste de la journée passa dans une sorte de brouillard. Elle ne parlait presque pas, mais son silence était chargé d'une présence presque surnaturelle. Chaque fois que je détournais le regard, j'avais l'impression qu'elle percevait mes pensées les plus secrètes, mes peurs les plus enfouies. Et dans ce silence pesant, j'ai compris que cette fille, fragile et solitaire, pouvait être la clé pour comprendre quelque chose que ma famille portait depuis trop longtemps sans jamais oser en parler. La pluie s'arrêta en fin d'après-midi, laissant derrière elle une odeur humide et piquante qui emplissait la librairie. Elle se leva, rangea son sac, et avant de partir, elle me lança un dernier regard, intense et profond. « Je reviendrai demain. Préparez-vous. » Puis elle disparut dans les rues détrompées de Boston, comme un fantôme sorti de l'ombre, laissant derrière elle une atmosphère lourde, presque tangible, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je suis resté là, seul, regardant la porte se refermer, réalisant que rien ne serait jamais plus comme avant. Et quelque part, au fond de moi, je savais que la véritable histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Boston était encore enveloppé dans un brouillard humide. L'air sentait la pluie de la veille, mêlée à une odeur de bois mouillé et de vieux pavés. Je me préparais à ouvrir la librairie quand la porte s'ouvrit doucement, et elle était là, comme si elle n'était jamais partie. Émilie, son manteau noir à peine sec, les yeux fixés sur moi avec une intensité qui me mettait mal à l'aise et fascinait à la fois. Elle ne dit rien, elle entra simplement, comme si l'endroit lui appartenait déjà. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, sortit un carnet jauni et commença à prendre des notes en silence. Chaque geste semblait calculé, presque rituel. Je m'approchai, curieux, et elle leva les yeux vers moi, les laissant transpercer l'espace entre nous. « Hier, tu as senti quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête, incapable de trouver mes mots. Elle sourit légèrement, satisfaite de ma réponse muette. Émilie expliqua alors sa prétention d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Elle parlait de lignées familiales hantées par des tragédies, de malédictions transmises depuis des générations, et de la façon dont elle pouvait ressentir et parfois réparer ses flux d'énergie. Elle décrivait chaque détail avec une précision presque scientifique. Les objets chargés de souvenirs, les lieux qui retenaient les émotions, même les moments précis où le malheur semblait se répéter. Je l'écoutais, fasciné, mais avec une part de doute qui refusait de disparaître. Elle me demanda de lui montrer certains objets personnels, des photos de famille, des lettres anciennes et même le vieux médaillon de ma grand-mère. Lorsqu'elle le toucha, elle ferma les yeux et murmura quelque chose dans une langue que je n'avais jamais entendue, mélange de français ancien et de sons incompréhensibles. Un frisson me parcourut le dos et l'air autour de nous sembla vibrer légèrement, comme si chaque mot avait un point visible. À un moment, elle posa sa main sur la mienne et dit d'une voix douce mais ferme « Tu dois me faire confiance. »
Crois en moi, sinon rien ne fonctionnera. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre silencieux que je ne pouvais pas refuser. Et c'est là que j'ai eu l'idée de partager cette histoire. Je pris mon téléphone, ouvris ma caméra et commençai à enregistrer, sachant que ce que j'allais montrer dépasserait tout ce que les gens pourraient imaginer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous maintenant, croyez-moi, ce que vous allez voir va vous surprendre. Elle passa des heures à examiner chaque coin de la librairie et même ma maison, en touchant les livres, les cadres et les meubles anciens. Chaque objet semblait réagir à son passage, comme s'il reconnaissait sa présence. Emily expliquait que certaines malédictions étaient enracinées dans des objets, dans la mémoire des lieux, et que pour les briser, il fallait ressentir leur énergie et la rediriger. Pendant qu'elle travaillait, j'essayais de comprendre son passé. Elle me parla de sa vie dans les orphelinats, des foyers instables, des nuits froides et solitaires passées à observer le monde à travers les fenêtres. Elle me confia que depuis son enfance, elle sentait les ombres des malédictions autour d'elle, comme une seconde peau, et qu'elle avait appris à les reconnaître, à les isoler et parfois à les apaiser. Son récit était à la fois fascinant et terrifiant, car il suggérait un monde invisible que je n'avais jamais imaginé, mais qui semblait curieusement relié à mon propre vécu. Plus tard dans l'après-midi, elle m'invita à participer à ce qu'elle appelait « Tess ». Elle demanda que je reste assis au centre de la pièce, tandis qu'elle se déplaçait lentement autour de moi, touchant des objets et murmurant des phrases. Une tension électrique flottait dans l'air. Chaque fois qu'elle prononçait un mot, j'avais l'impression que mon cœur battait plus fort, que quelque chose dans la pièce changeait imperceptiblement. Puis, soudain, un vent léger se leva, faisant bouger les rideaux et les papiers, et je sentis un frisson parcourir mon corps. Emily regarda autour d'elle, souriant, comme si elle venait de confirmer quelque chose. À ce moment-là, j'ai compris que cette fille, fragile en apparence, possédait un pouvoir que je ne pouvais ni expliquer ni ignorer. Tout ce que je savais, c'est que ma vie venait de basculer, que l'histoire que je croyais connaître avait pris un tournant inattendu et que les jours à venir seraient plus étranges et plus intenses que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Lorsque la nuit tomba, Emily se leva, rangea ses affaires et me fixa encore une fois avec ses yeux pénétrants. « Demain, nous commencerons réellement », murmura-t-elle. Puis elle disparut dans la pluie battante de Boston, me laissant seul avec un mélange d'excitation et de peur. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que je ne serais plus jamais le même. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Après l'arrivée d'Emily et ses promesses audacieuses, la maison semblait respirer différemment, comme si chaque pièce retenait son souffle, attendant quelque chose d'inconnu. Le matin s'annonçait avec une lumière pâle et diffuse, filtrée à travers les nuages persistants au-dessus de Boston. J'essayais de continuer mes routines habituelles, mais chaque objet, chaque son, me rappelait sa présence et les mots qu'elle avait prononcés. La malédiction se défend. Ce fut le premier soir où les signes apparurent vraiment. Je me réveillais à 3h33 du matin, un horaire qui semblait à la fois banal et chargé de sens. Mon chien, habituellement calme et indifférent, se tenait au pied du lit, grognant et fixant un coin vide de la pièce. Je fronçais les sourcils, pensant que c'était juste une hallucination causée par le sommeil interrompu, mais le souffle froid qui traversait la chambre me fit frissonner. Les rideaux bougeaient légèrement, sans qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Chaque son de la maison semblait amplifié, résonnant comme un écho de quelque chose de vieux et oublié. Emily m'avait prévenu que ces manifestations étaient normales lorsque l'on tentait de briser une malédiction. Elle avait parlé de résistance, d'énergie accumulée pendant des générations. Et maintenant, je le comprenais à travers ces signes étranges. Le lendemain, en ouvrant le vieux coffre de mon grand-père, je remarquai que certains objets avaient changé de place. Rien n'indiquait un vol ou une intervention humaine, simplement un réarrangement silencieux, subtil, presque imperceptible. Je commençai à chercher dans les archives familiales, feuilletant des journaux anciens et des lettres oubliées, et c'est là que je vis le motif. Des accidents répétés, des maladies soudaines, des pertes précoces et inexplicables. Tout ce que j'avais toujours cru être des coïncidences semblait maintenant lié à une chaîne invisible, une force ancienne que personne n'avait jamais osé nommer. Les histoires racontées par Emily prenaient enfin un sens tangible. Chaque objet, chaque souvenir, chaque photo semblait chargée d'une énergie que je pouvais presque sentir moi-même. Un après-midi, Emily m'emmena dehors, dans le petit parc derrière la librairie. Le vent s'était levé et les branches des arbres se balançaient violemment, produisant un bruissement étrange, presque comme un murmure collectif. Elle posa sa main sur mon épaule et murmura « Regarde, la malédiction n'est pas seulement ici. Elle suit, elle observe, elle apprend. » Je suivis son regard et vis un écureuil figé, les oreilles dressées, comme s'il sentait quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. Puis le vent changea soudainement de direction, et je sentis une tension dans l'air, un mélange de peur et de fascination. Chaque soir, je notais les anomalies, une lumière vacillante, une porte qui claquait sans raison, des ombres se déplaçant là où il ne devrait y avoir personne. Emily me guidait à travers ces phénomènes, m'apprenant à les observer sans paniquer, à reconnaître le rythme et la logique de la malédiction. Elle disait souvent « Comprends-la avant de la combattre ». Et peu à peu, j'appris à écouter, à ressentir les vibrations subtiles de ma propre maison, à percevoir les fragments d'une énergie que je n'avais jamais imaginée. Un soir particulièrement silencieux,
je fus témoin de quelque chose d'inexplicable. Le miroir du couloir reflétait une silhouette derrière moi, bien que je sois seul dans la maison. J'avais envie de crier, mais Emily m'avait appris à rester immobile, à ne pas nourrir la peur. La silhouette s'évanouit lentement, comme si elle n'avait jamais été là, laissant seulement un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. C'est à ce moment précis que je compris l'ampleur de ce que nous essayons de faire. Ce n'était pas simplement une affaire de superstition ou de légende familiale. Nous étions confrontés à une force ancienne, consciente et résistante, qui défendait son territoire et qui ne céderait pas facilement. Emily, pourtant, restait impassible, concentrée, et sa détermination me donnait un courage étrange. Elle savait quelque chose que moi je ne savais pas encore, et sa confiance me poussait à continuer, malgré l'inquiétude qui me rongeait. Alors que la nuit tombait, je sentis un changement subtil dans l'air. Les bruits diminuèrent, les ombres s'apaisèrent légèrement. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous avions fait un pas, même minime, vers quelque chose de plus grand. Et pourtant, une part de moi savait que ce n'était que le début, que les signes n'étaient que la première preuve d'un combat beaucoup plus complexe et mystérieux, un combat qui allait bouleverser ma perception du monde et de ma propre famille. La nuit était tombée sur Boston avec une obscurité presque totale, seulement percée par la lumière vacillante des lampadaires dans les rues désertes. Dans ma maison, un silence lourd et pesant régnait, interrompu uniquement par le tic-tac régulier du vieux réveil de mon grand-père. Emily m'avait demandé de préparer une pièce spéciale pour ce soir-là, une pièce qui deviendrait le centre de ce qu'elle appelait le rituel. Les volets fermés, des bougies disposées en cercle, de la poudre de charbon et du sel formant des motifs complexes sur le sol, chaque détail minutieusement orchestré. Elle m'avait demandé de m'asseoir au centre, de rester immobile et silencieux, et de concentrer mon esprit sur ma famille, sur nos douleurs passées et sur les souvenirs qui semblaient porter une ombre depuis des générations. Elle avançait lentement autour de moi, touchant les objets, murmurant des mots dans un mélange de français ancien et de sons qui semblaient remonter à des siècles. L'air lui-même semblait chargé, vibrant d'une énergie que je pouvais presque voir. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour dans mes oreilles. Puis, sans avertissement, une des bougies s'éteignit brusquement. Le vent glacial s'engouffra dans la pièce, faisant bouger les rideaux et les papiers. Un frisson glacé me parcourut la colonne vertébrale et je crus entendre un murmure, faible, indistinct, venant des coins sombres de la pièce. Emily ne montrait aucun signe de peur. Elle continuait à avancer, concentrée, murmurant de plus en plus vite, ses yeux fermés, ses lèvres bougeant en silence. C'était comme si elle parlait directement aux forces invisibles, appelant quelque chose que je ne pouvais ni comprendre ni voir. À un moment, la température chuta brusquement. Ma respiration formait de petits nuages dans l'air froid et immobile, et le chien, qui dormait paisiblement auparavant, se redressa, grognant et fixant un coin vide de la pièce. Puis, j'entendis un craquement derrière moi. Je tournai la tête, mais il n'y avait rien, seulement une ombre mouvante sur le mur, projetée par la lumière tremblante des bougies. Chaque instinct en moi criait de fuir, mais la voix d'Emily, douce et ferme, résonna. « Reste, ne regarde pas avec peur. » Sens. Je fermai les yeux et essayai de me concentrer sur ce qu'elle m'avait appris. Écouter, ressentir, ne pas fuir. Un poids énorme semblait s'élever de la pièce, une présence ancienne et consciente, et je sentis l'histoire de ma famille, nos douleurs, nos pères, se matérialiser comme une ombre autour de nous. Emily continuait son mouvement circulaire, traçant des symboles invisibles dans l'air, et soudain, le vent se calma, le chien s'assit, et une étrange chaleur commença à se répandre dans la pièce. Quand j'ouvris les yeux, je vis quelque chose d'incroyable. Les objets qui avaient toujours semblé lourds de souvenirs semblaient vibrer, émettre une lumière faible et pulsante. Emily souriait, mais une fatigue profonde marquait son visage. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une certitude inébranlable. Elle murmura une dernière phrase, longue et complexe, et un silence presque surnaturel envahit la maison. Le sentiment oppressant, qui pesait sur moi depuis des générations, commença à se dissiper. C'était subtil, mais perceptible comme si un voile ancien avait été soulevé, laissant passer une lumière timide mais réelle. Je restai immobile pendant plusieurs minutes, incapable de parler ou de bouger, absorbant l'énergie qui semblait avoir changé. Emily vint s'asseoir à côté de moi, posant sa main sur mon épaule, et dit simplement « C'est fait, pour l'instant. Mais la malédiction n'est pas entièrement partie. Elle se défend encore, elle teste, elle observe. » Son regard était sérieux, mais il y avait une satisfaction silencieuse, une reconnaissance que nous avions franchi un seuil. Lorsque je me levai enfin, la pièce était calme, presque trop calme. Les bougies brûlaient encore, mais avec une lumière plus douce, comme si elles-mêmes avaient été apaisées par le rituel. Je sentais un mélange d'épuisement, de soulagement et de peur. Je savais que ce n'était que le début, que les jours à venir révéleraient les conséquences de cette nuit étrange et que le monde que je croyais connaître venait de basculer dans quelque chose d'inconnu. Avant de partir, Emily rangea rapidement ses affaires, me fixa intensément et murmura « Prépare-toi. Demain, nous verrons si la malédiction acceptait notre présence. » Puis elle disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière elle une maison silencieuse mais différente, comme si l'air lui-même avait été transformé par quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Je restais là,
Seul, réalisant que ma vie venait de franchir un seuil irréversible et que la véritable épreuve commençait seulement. Le lendemain du rituel, la maison semblait différente, mais je ne pouvais pas encore mettre des mots sur ce changement. L'air paraissait plus léger, presque respirable, et pourtant, une tension persistait, invisible mais palpable. Les bruits de la maison n'étaient plus les mêmes. Le craquement habituel des planchers semblait plus doux, moins oppressant, et même les ombres semblaient s'être légèrement déplacées, comme si elles se retenaient de nous envahir. Je me rendis compte rapidement que la malédiction, bien que partiellement brisée, laissait derrière elle des fragments. Ces fragments se manifestaient de manière subtile mais incessante. Mon chien, qui avait retrouvé son calme la nuit précédente, restait parfois figé devant un mur, grognant doucement comme s'il percevait des présences que je ne pouvais pas voir. Les objets qui avaient vibré durant le rituel semblaient encore émettre une faible énergie, et chaque pièce résonnait d'une vibration que je ne comprenais pas totalement. Émilie m'expliqua que ces fragments étaient inévitables. Tout ce qui est brisé laisse des traces, dit-elle, posant sa main sur le vieux miroir de la salle à manger. Certaines parties doivent encore se purger, certaines mémoires doivent être confrontées. Son regard était grave, mais calme. Elle savait que le processus était loin d'être terminé, et que nous devions être attentifs à chaque signe. Dans les jours qui suivirent, j'observais des changements étranges dans ma famille. Les rancunes anciennes semblaient s'apaiser presque d'elles-mêmes, comme si les vieux conflits familiaux avaient perdu leur poids. Mon père, habituellement distant, commença à s'ouvrir lors de conversations simples. Ma sœur, longtemps fermée sur elle-même, souriait plus facilement, et les disputes qui avaient marqué notre quotidien semblaient s'être dissipées. Pourtant, certaines émotions douloureuses refirent surface, des souvenirs enfouis que la malédiction avait jusque-là tenus prisonniers. C'était comme si l'énergie retenue cherchait maintenant à être libérée, mais cette fois, sous notre contrôle. Un après-midi, je retrouvai Émilie examinant un vieux coffre de famille. Elle en sortit une photo déchirée, posant ses doigts dessus avec précaution. « Les souvenirs sont comme des échos », murmura-t-elle. « Même quand la malédiction se retire, l'écho reste. Mais maintenant, nous pouvons choisir de le transformer en quelque chose de positif. » Je compris alors que le rituel n'avait pas simplement éloigné une force sombre. Il avait ouvert un espace pour reconstruire, pour réécrire l'histoire de ma famille. Je commençais à ressentir une transformation en moi-même. Les angoisses qui m'avaient accompagné toute ma vie semblaient s'alléger, remplacées par une vigilance silencieuse. Chaque bruit inhabituel, chaque ombre, chaque frisson était désormais interprété non comme une menace, mais comme un signal, un message à décoder. Émilie m'avait appris à écouter la maison, à percevoir ses vibrations et à comprendre que chaque signe, aussi subtil soit-il, faisait partie du processus de guérison. Cependant, il y avait des moments de doute. Certains soirs, je sentais une présence lourde dans le couloir, une sensation de regard pesant que ni Émilie ni moi ne pouvions expliquer immédiatement. Ces manifestations étaient brèves, mais elles me rappelaient que la malédiction n'était pas entièrement disparue. Elle testait, observait et attendait des faiblesses. Chaque fragment restant représentait un défi, et je compris que notre rôle n'était pas seulement de rompre une énergie ancienne, mais de la guider et de la surveiller attentivement. Malgré tout, une légère sérénité s'installa. Les murs de la maison, chargés depuis des décennies d'histoires tragiques, semblaient respirer avec moi. La lumière du soleil pénétrait plus facilement par les fenêtres et le parfum du vieux bois mêlé à celui des bougies créait une atmosphère nouvelle, presque apaisante. Les nuits étaient encore ponctuées de signes étranges, mais le sentiment de peur constante avait disparu. Nous étions en train de reprendre le contrôle et cette réalisation apportait un mélange d'émerveillement et de prudence. Émilie, silencieuse mais toujours présente, me regardait souvent me disant « La véritable conséquence n'est pas seulement ce que tu vois, mais ce que tu ressens. La malédiction a laissé son empreinte, mais maintenant, c'est à vous de décider ce que vous en faites. » Ces paroles résonnaient dans chaque coin de la maison, et je compris que nous étions au début d'un processus long et complexe, où chaque choix, chaque attention, chaque geste pouvait influencer le reste de notre histoire familiale. Ainsi, malgré la peur et les fragments persistants, il y avait un sentiment de libération, fragile mais réel. La maison n'était plus seulement un lieu de souvenirs douloureux, elle devenait un espace de reconstruction et de possibilités. Et au fond de moi, je savais que chaque jour à venir serait une exploration de ce fragile équilibre entre ombre et lumière, entre passé et avenir, un voyage que ni Émilie ni moi ne pouvions prévoir totalement. Ce matin-là, l'air était plus lourd que d'habitude. La pluie fine de Boston laissait place à un brouillard dense, enveloppant la ville dans un voile gris et silencieux. Émilie était déjà debout, assise près de la fenêtre, regardant l'extérieur avec une intensité qui semblait percevoir plus que le simple paysage. Je la rejoignis, curieux, mais elle ne dit rien immédiatement. Il y avait une gravité dans son regard, une promesse d'une vérité que je n'étais pas encore prêt à entendre. Elle commença enfin à parler, sa voix douce mais ferme, presque cérémoniale. « Il est temps que tu saches d'où je viens et pourquoi je peux faire ce que je fais. » Mon cœur se serra. Après tout ce que nous avions traversé, je savais que ce moment serait décisif. Émilie expliqua qu'elle n'était pas simplement une orpheline dotée d'un don étrange. Elle descendait d'une lignée ancienne, une famille qui avait, depuis des siècles, été liée à des forces que le monde moderne avait presque oubliées.
Ses ancêtres avaient été les gardiens d'énergies oubliées, responsables de maintenir l'équilibre entre la lumière et l'ombre dans certaines familles marquées par des malédictions. Elle sortit un vieux carnet, relié de cuir usé, et me montra des inscriptions, des symboles et des dessins anciens que je ne pouvais pas déchiffrer. Tout ce que tu vois ici a été transmis à travers les générations, dit-elle. Chaque pouvoir, chaque capacité, chaque intuition que j'ai est le résultat de siècles de connaissances et de pratiques. Je touchai le carnet avec précaution, sentant presque la chaleur résiduelle des mains de ceux qui l'avaient tenu avant elle. Une étrange énergie semblait s'en dégager, fragile mais puissante. Émilie poursuivit, expliquant comment la malédiction de ma famille avait été particulièrement tenace, car elle était enracinée dans la peur, le ressentiment et des secrets transmis silencieusement. Elle révéla que certaines forces accrochent à la douleur humaine, et que seule une compréhension profonde de ces forces pouvait les détourner ou les apaiser. Ce que nous avons fait lors du rituel n'était qu'un début, murmura-t-elle. Ce que tu vois maintenant, les changements, les signes, ce n'est que la première étape d'une guérison véritable. Je réalisais soudain à quel point sa présence dans ma vie avait été cruciale. Émilie ne m'avait pas simplement aidé à briser une série d'événements tragiques. Elle m'avait ouvert les yeux sur un monde que je n'avais jamais imaginé, un monde où les énergies familiales, les souvenirs et même les émotions pouvaient se matérialiser, interagir, se transformer. Chaque geste, chaque mot, chaque rituel avait un sens profond que je n'avais pas compris sur le moment. Elle me parla également de ses propres sacrifices. Être porteuse de ce dont signifiait vivre isolée, observer le monde sans pouvoir pleinement s'y mêler, ressentir les douleurs des autres sans jamais pouvoir se détacher. Ses yeux reflétaient à la fois une force incroyable et une solitude profonde. Je compris que sa détermination, sa patience et son courage n'étaient pas simplement des traits de caractère. C'était le poids d'une responsabilité ancienne, transmise à travers les générations, et qu'elle avait choisi de partager avec moi, malgré les risques et les dangers. Puis, Émilie me confia quelque chose d'encore plus surprenant. Elle avait perçu dans ma famille une énergie particulière, une clé que je portais inconsciemment et qui, combinée à son pouvoir, pouvait enfin neutraliser la malédiction dans sa totalité. Tu n'as pas simplement été témoin, dit-elle. Tu es un acteur essentiel dans ce processus. Sans toi, cela ne pourrait pas fonctionner. Je sentis une émotion profonde me submerger. Fierté, peur, responsabilité, toutes mélangées en un tourbillon d'incertitude et d'espoir. Le reste de la journée passa dans une concentration silencieuse. Émilie me montra des exercices, des méthodes pour canaliser l'énergie et reconnaître les signes persistants de la malédiction. Chaque geste semblait simple mais portait une complexité que je ne pouvais mesurer pleinement. À chaque instant, je sentais que nous approchions d'un seuil, une étape cruciale où notre compréhension et notre union détermineraient le succès de nos efforts. Lorsque la nuit tomba, Émilie se leva, fixa mes yeux avec intensité et dit « Demain, nous verrons la vérité finale. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir changera tout ce que tu pensais savoir sur ta famille et sur moi. » Puis elle se retira dans sa chambre, laissant derrière elle un mélange d'anticipation et de tension. Je restais seul dans le salon, regardant le carnet ouvert, les symboles mystérieux, et comprenant enfin que le climax approchait, que la véritable confrontation avec la malédiction était imminente et que rien ne serait jamais plus comme avant. Le matin suivant le rituel final, un calme étrange régnait dans la maison. Il n'y avait ni vent, ni bruissement de feuilles, ni le tic-tac oppressant du vieux réveil. Tout semblait suspendu dans un silence presque irréel. Je marchais lentement à travers les pièces, touchant les objets qui avaient porté le poids des générations. Et pour la première fois depuis des années, ils semblaient légers, presque intacts. Une sensation de paix fragile mais profonde m'envahit, comme si chaque coin de la maison avait enfin respiré après un long sommeil chargé de douleur. Émilie était assise dans le salon, les yeux fermés, respirant lentement, ses mains posées sur ses genoux. Quand elle ouvrit les yeux, elle me fixa avec une intensité douce mais déterminée. « C'est fini, du moins pour maintenant », murmura-t-elle. Il y avait dans sa voix un mélange de soulagement, de fatigue et de satisfaction silencieuse. Elle m'expliqua que la malédiction avait été neutralisée, que les fragments dispersés depuis des générations avaient été réunis et purifiés, mais qu'une vigilance resterait nécessaire. Certaines forces anciennes ne disparaissent jamais complètement, elles peuvent simplement être apaisées. Je commençais à remarquer les premiers signes visibles de cette transformation. Mon père, qui avait toujours été distant et réservé, entra dans le salon avec un sourire timide mais réel, comme s'il découvrait une émotion oubliée depuis longtemps. Ma sœur, silencieuse et renfermée depuis des années, éclata de rire spontanément à une blague anodine que je fis sans y penser. Même le chien, qui avait souvent été nerveux la nuit, dormait paisiblement à mes pieds, sa respiration régulière résonnant comme un rythme apaisant dans toute la maison. Émilie me guida à travers chaque pièce, vérifiant les objets et les espaces que nous avions touchés lors des rituels précédents. Chaque endroit semblait avoir retrouvé son équilibre. Le poids des souvenirs douloureux avait été transformé en énergie calme et la maison semblait respirer avec nous. Les conséquences ne sont pas seulement visibles, dit-elle. Elles se ressentent. Les malédictions anciennes laissent toujours une empreinte, mais maintenant, elle est positive. Pourtant, je ressentais une émotion plus profonde que la simple satisfaction.
Le processus avait changé ma perception de ma famille, des événements passés et de moi-même. Je compris que les douleurs et les pertes que nous avions traversées n'étaient pas seulement des tragédies, mais des fragments de notre histoire à transformer. Émilie m'avait montré que la force ne réside pas seulement dans la lutte contre l'invisible, mais dans la capacité à accueillir, comprendre et réécrire l'histoire avec conscience et courage. Ce jour-là, nous sortîmes de la maison pour marcher dans les rues de Boston. La ville semblait différente, comme si la lumière elle-même avait changé. Les passants, les sons, même l'odeur humide des pavés après la pluie semblait plus claire, plus vif. Émilie marchait à mes côtés, silencieuse mais présente, et je compris que nous avions traversé un seuil. Nous n'étions plus simplement des témoins de l'histoire familiale, nous en étions désormais les acteurs conscients. Au fil des heures, je remarquai que certaines énergies persistantes se manifestaient encore, mais de manière subtile et positive. Une chaleur douce dans la cuisine, un éclat de lumière sur une vieille photographie, un frisson léger quand une émotion ancienne refaisait surface, tous ces signes étaient la preuve que le travail n'était pas terminé, mais qu'il avait été transformé. La malédiction n'était plus une force de destruction. Elle devenait une mémoire vivante que nous pouvions comprendre et guider. Lorsque le soir tomba, Émilie se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle me fixa avec un sourire calme et dit « Il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à protéger. Mais ce que nous avons accompli ce soir change tout. N'oublie jamais, tu fais partie de cette histoire maintenant. » Puis elle disparut dans la nuit de Boston, laissant derrière elle une maison apaisée, mais chargée de possibilités, comme si chaque pierre, chaque objet, chaque souffle portait désormais une promesse silencieuse. Je restais seul, regardant la lumière vacillante des bougies, réalisant que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans la fin de la malédiction, mais dans la capacité de ma famille à continuer, à reconstruire, à vivre avec une conscience nouvelle. Et quelque part au fond de moi, je sais que l'histoire ne s'arrêtait pas ici. Il y aurait d'autres jours, d'autres défis et d'autres révélations. Mais pour la première fois, je me sentais prêt à les affronter. Et sur l'écran de ma mémoire, je savais qu'une autre histoire vous attend déjà. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Et, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Il y a tellement plus que je veux partager avec vous.